Je suis vraiment heureux de te présenter ce nouvel entretien. Comme tu le sais, il n'est pas toujours évident de trouver des personnes qui veulent bien jouer le jeu. Je connais l'invité du jour depuis 1 an et demi grâce à Gaël de la chaîne L'Autre Conscience. En effet, avec Gaël, nous faisions une petite visio une fois par mois avec quelques personnes, dont l'invité que j'accueille aujourd'hui. Je lui avais déjà proposé de faire un entretien au tout début de la chaîne, mais ce n'était apparemment pas le moment. Et puis, comme tu vas le découvrir dans cette vidéo, il y a eu un déclic au mois de décembre. Nous nous sommes parlé la semaine dernière et tout s'est enchaîné. Et nous y voici pour parler de la voix ensoleillée avec Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour Emmanuel. Bon, un nouvel entretien. On est tous les deux contents, justement. Juste avant de lancer l'enregistrement, tu me disais que tu appréciais les entretiens. Ben, cette fois-ci, c'est toi qui es en entretien. Absolument, absolument. Et comme toujours, je ne sais pas du tout où ça va mener. Comme toujours, les entretiens, ben, c'est pour montrer toutes les manières de découvrir le yoga intégral et surtout de le pratiquer. Et puis de voir un petit peu ce que ça change dans la vie des individus. Et donc, ma petite première question toujours, c'est avant d'arriver au yoga intégral, euh, est-ce que tu avais une spiritualité sans non plus raconter nécessairement toute ta vie, hein, mais on a le temps, mais tu peux commencer de là où tu as envie. Oui, avant le yoga intégral, en fait, j'ai toujours un petit peu cherché dès l'enfance, du plus loin dont je puisse me souvenir, cette espèce de présence que je sentais. Donc, je l'ai cherché un peu partout, dans l'Église, dans les religions. Je me suis posée une douzaine d'années dans le bouddhisme avec d'autres pratiques à côté, type Reiki, méditation, non-dualité, sophrologie, enfin bref, tout un tas de choses. Et puis tout ça, ça s'est arrêté, disons, en 2016, où j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin, et notamment plus loin que le bouddhisme, puisque finalement, le bouddhisme, il y avait une espèce de fin, une finalité, et j'y étais arrivée, mais je sentais qu'il y avait autre chose derrière. Une fois qu'on avait terminé, qu'on avait cette paix, que ce qui nous arrivait de l'extérieur, c'était pas grave parce que c'était le karma, etc. Je sentais qu'il y avait autre chose. Genre, non, Sandy, attends, c'est pas terminé là, il y a d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on fait après, quoi? Voilà. Mais du coup, en fait, quand tu as découvert ça, tu t'es plongé dedans complètement, quoi. Quand tu as commencé le bouddhisme, tu as étudié un petit peu, tu as pratiqué, tu as Ouais, expérimenté les choses. ouais. Donc, c'était dû à une expérience de vie, en fait, que j'ai vécue. Le père de mon fils est décédé d'un accident de moto en Thaïlande. Et à ce moment-là, mon fils a dit à tout le monde: mon père est mort, mon père est mort. C'était il y a 20 ans. Et puis bah, je lui dis: non, ton père n'est pas mort, on l'a eu après le tsunami, il n'y a pas de souci, si, mon père est mort. Donc il le dit à son enseignant, j'en parle au médecin traitant, enfin bref, la totale. Et puis 48 heures plus tard, je reçois un appel, effectivement, il était bien mort. Au moment où le gamin a commencé à dire: mon père est mort. Et donc j'annonce à l'enfant: bah, finalement, en fait, je me suis trompée, c'était bien vrai, ton père est bien mort, mais comment t'as fait pour le Quel savoir? âge Il avait quel âge 6 ans ton il enfant? avait. Ah oui. Ouais, 6 ans. Et puis je lui dis: comment t'as fait pour le savoir? Puis là, le petit me regarde, il me dit: mais parce que les morts sont pas morts, ils peuvent te parler, mais directement dans ta tête. Ah. Et ok. Et Mais là, tu puis, parles de spiritualité à ce moment-là? bah, j'étais plutôt rentrée dans une certaine forme de conformisme, en tout cas extérieur. Ouais. Boulot, maison, euh, j'élève un enfant, enfin tu vois. On connaît tous un petit peu ce parcours. Donc j'avais toujours un appel intérieur, mais comme j'avais pas trouvé dans les structures existantes, c'est-à-dire l'Église, les religions, les machins, bah, j'avais déjà, enfin, des particularités. J'avais un boulot où quand même je donnais aux autres, tu vois, des choses. Mais bon, ça me suffisait très bien, tu vois, j'avais verrouillé le truc. Et puis 2 semaines après, j'ai fait un rêve de ce Johan qui est décédé. C'était bien lui dans le rêve. Et donc on discute.
déjà, je m'excuse parce que je l'avais quand même un peu fait souffrir à la séparation. Il me dit, oh, t'inquiète pas, de toute façon, t'as fait exactement ce que t'avais à faire au moment où tu l'as fait. Donc, on discute, ça touchait plus ou moins aux actions et leurs conséquences. Et il me dit, écoute, c'est bien compliqué. De l'autre côté, j'ai pas tout compris encore. Il y a plein de trucs, j'ai pas encore tout cerné, mais va voir dans le bouddhisme, je pense que ça te ferait du bien. Ça y ressemble beaucoup, mais c'est pas tout à fait ça. Il m'a dit, c'est plus complexe, mais c'est un début. Bon, bah là, inutile de te dire que je m'y suis plongée à fond, quoi. Tu m'étonnes. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien, notamment, j'étais quelqu'un de très en colère, tu vois, comme Sad Prem, mais en version meuf qui est née en 1980 à Nanterre, où est né le mouvement de mai 68, le jour où la première femme a été élue à l'Académie. Bref, un truc un peu. Mais toi, tu avais quel âge à peu près à cette époque-là? À l'âge où j'ai eu ce rêve-là, j'avais 23 ans. Ah oui, effectivement, J'avais 23 ans. Donc après, voilà, j'avais ça, et puis le Reiki, et puis tout un tas de trucs, en fait, pour m'apaiser, pour tout ce qui concernait les pensées. Bon, bah, la méditation, c'est un vrai travail, quoi. Et puis vraiment apaiser tout ça, quoi. Apaiser tous ces trucs-là. C'est vrai que le bouddhisme, c'est quand même une bonne porte d'entrée parce que tu as une descente à l'intérieur, tu as une notion de l'intérieur déjà, et puis tu as de la méditation, et puis quelques pratiques, et puis quelques connaissances quand même qui ne sont pas non négligeables. Ouais. Donc oui, effectivement, ouais, c'est un bon début pour. C'est une étape, ouais. Ouais. Et tu as pratiqué du coup combien d'années? Eh ben, j'ai pratiqué de 2004 à 2016. Et en fait, ce qui s'est passé en 2016, donc j'étais dans mon mouvement, et puis là, il y a une. Bon, bien sûr, j'étais voir le Dalai Lama, j'ai fait tous les trucs, enfin bref. Ouais. Et il y avait dans mon mouvement une nonne qui vient parler, puis là, elle nous explique, elle nous tient des discours du genre, si je fais une photocopie à mon boulot, je suis une voleuse, c'est pas bien, ça va me faire du. Je te schématise, hein. Oui. Je suis un peu dans l'exagération, mais enfin bon, tu auras compris l'idée. Et là, je me dis, oui, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je vole mon employeur, alors que mon employeur, c'est l'État, et je trouve qu'il vole un petit peu tout le monde, celui-là, enfin, tu vois. Et donc, je change de mouvement et je passe chez les Zen. Alors, j'habitais à Orléans à l'époque, c'était un étage au-dessus, leur salle. Donc, je monte un étage au-dessus. Puis là, je te rajouterai pas dans les détails. La symbolique, je monte un étage au-dessus, tu sais, la symbolique. Ouais, mais je l'apercevais déjà, hein, quand même à l'époque. Hein. C'était propre et figuré. J'avais déjà cette notion, tu vois, qui m'avait été amenée. Du propre et du figuré, je monte d'un étage. Mais bon, je suis montée d'un étage, mais c'était au propre. C'était pas vraiment au figuré, parce que j'arrive à l'étage du dessus, je tombe sur une nana qui m'explique que j'ai rien appris chez les autres, là, en 12 ans. Des espèces de gueux du dessous, tu vois. Que pour méditer, il faut que mon menton il soit comme ça à 45 degrés. Que après, je dois faire des petites marches. J'ai tellement mal aux jambes que je suis qu'une jatte. Le truc est improbable. Et puis là, je claque la porte, j'appelle ma meilleure pote. Et je dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi, je veux méditer allongé. Alors, j'ai découvert il y a 3 semaines qu'il y avait bien une position de yoga qui s'appelait le cadavre, qui était déjà ma forme C'était là où je méditais le mieux. Parce que garder le dos droit, le menton comme ça me déconcentrait, tu vois. Et j'ai claqué la porte, j'appelle ma meilleure pote qui est toujours d'accord avec moi, qui me dit, mais oui, t'as raison, si tu veux méditer allongé, tu médites allongé, t'as pas besoin d'eux. Donc, voilà, là où ça s'est arrêté avec que j'ai claqué la porte, mais colère, quoi. Ah ouais. Mais c'est là où tu vois que c'est amusant justement comment les événements s'enchaînent. Il y a une aspiration déjà en toi qui est forte, toi, en fait, et qui peut pas s'arrêter à des trucs conformistes. Mais j'ai besoin de voir plus large, moi. Donc inévitablement, c'est une étape, elle est importante, mais tu t'y arrêteras pas, ça c'est sûr et certain, quoi. Mais exactement, c'est exactement ça. Et puis, quelques mois après, alors là, ça a été extraordinaire. Alors, je menais une vie hyper sympa, quoi. J'avais lâché ce système qui finalement m'a vraiment tiré vers le haut, mais me mettait en prison quelque part. Et j'étais là, vraiment, j'avais ma vie de rêve, mon boulot, le sport, les trucs, enfin vraiment génial.
Et puis là, je fais un AVC, quoi. Ah oui, Rupture d'anévrisme, SAMU, opération 2 semaines de coma. oui, oui, Donc là, j'avais 36 ans. ouais, la mer t'emmène sur un chemin bien spécifique, quoi. Voilà, et justement, en 2014, j'avais commencé une psychanalyse avec un psychiatre qui était plutôt Carl Gustav Jung, mais version plus, parce qu'il commençait déjà à me parler du corps, des machins, et puis alors, il m'adorait, quoi. Bon, il n'exerce plus, il a été interdit par l'ARS. Normal. On ne soigne pas la dépression avec de l'homéopathie. Donc, bref, j'étais avec ce mec et j'ai poursuivi avec lui jusqu'en 2020, donc ça a duré 6 ans quand même. Donc, je faisais beaucoup de rêves et tout. Et puis, la semaine d'avant mon AVC, je lui dis, ouais, j'en ai marre du boulot. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Docteur C. C'est, son nom commence par un C, mais ça peut être SAIT, si on veut. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, docteur C, pour arrêter de bosser? Le sida, une tuberculose, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah, ben ça n'a pas loupé, le cadeau m'a été envoyé. Hein. Donc, cet AVC-là, qui était vraiment, pour le coup, je suis vraiment une miraculée, qui a fait que. Donc, avec une autre expérience, une expérience de mort imminente ce coup-ci. Un peu proche de la première, où là, en fait, clairement, pendant 3 jours, j'étais vraiment entre la vie et la mort. Et au bout de 3 jours, les médecins savaient que j'allais revenir, mais alors dans quel état? Oui. Ils promettaient rien, quoi. Et donc, moi, je fais ma petite expérience de mort imminente. Alors, j'ai un type qui me fait visiter plusieurs niveaux. De ce que j'ai compris, j'étais bien classée, mais classe moyenne. Tu vois, genre, il y a 10 étages sur un bâtiment, je suis étage 5. Au-dessus, il y en a plein d'autres, mais moi, j'y suis pas encore, tu vois. Oui. Et là, j'arrive devant un mec. J'ai pas une mise en scène comme certains, tu vois. J'arrive devant un mec, genre. Alors, j'étais là avec tous les autres qui devaient savoir s'ils pouvaient y aller ou s'ils devaient revenir ici, tu vois. Et ce mec-là, c'était comme si j'arrivais à 16h55, un fonctionnaire, il terminait à 17h, quoi. Il me dit, non, toi, tu y retournes. Je lui dis, ah non, mais je ne veux pas retourner. C'est bon, j'ai une matos, ça. Je veux pas retourner. Il me dit, ah si, non, mais de toute façon, on ne demande pas ton avis. Toi, tu y retournes. Je lui dis, ouais, d'accord, mais si j'y retourne, donne-moi un ordre de mission, quoi. Parce que. Et là, il a juste dit une phrase, apprends-leur la liberté. J'ai toujours pas compris, hein, mais j'y travaille activement depuis ça fait bientôt 9 ans. Apprends-leur la liberté. J'ai dit ok, je suis revenue. Bon, j'ai eu beaucoup de boulot à faire après parce que j'avais beaucoup de séquelles à récupérer. Donc ça m'a bien occupée. Et puis ça tombe bien parce que le mental, il a besoin de combat et de victoire. Donc ça là. Ouais, mais là, tu as une descente dans le corps qui est quand même assez violente, quoi. Et oui, et puis ça a été compliqué parce que j'ai pas pu rentrer dans mon corps quand je suis revenue. J'ai dû rentrer par les pieds. Et j'ai pas réussi à l'épouser, ce qui fait que je suis restée en décalage un peu pendant 2-3 jours. Alors j'interrogeais le personnel et je leur disais, mais quand on nous renvoie, on nous remet dans notre corps normalement. Et le personnel me disait, mais oui, Mme Douillet, vous y êtes dans votre corps. Ah non. Je dis, non seulement j'y suis pas, et puis en plus, c'est pas mon corps. Parce qu'avec les traitements pendant le coma, j'étais passée de 47 kilos à 78. Ah oui. Donc, c'était pas mon corps. J'avais perdu un œil. Ouais. Je pouvais plus manger, je pouvais plus pisser, je pouvais plus marcher, je pouvais plus respirer, enfin je pouvais plus rien faire, quoi. Donc ça a pris du temps, la rééducation, les trucs, mais c'était cool. Et puis après, c'est plutôt mental, hein, encore. Hein, là, le travail était plutôt mental, mais bon, on en a besoin aussi. C'était juste un instant quand même, parce que ce que tu dis, pour les gens qui nous écoutent, c'est que tu as quand même vécu un truc qui est quand même assez énorme. Que, au premier abord, moi, quand je t'entends, je me dis, ouais, le travail sur le corps, il est balèze à ce moment-là. Et tu dis, c'était balèze, effectivement. Mais ce qui a été balèze pour toi, c'était pas le corps, c'était le mental. C'était enfin, après, j'ai pas tout votre vocabulaire, tu vois. Mais c'était. En fait, c'était un combat et j'allais le gagner, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, mon œil, par exemple, je l'avais perdu.
Et au départ, je savais pas si j'allais le récupérer et tout. Et le toubib me dit: «Ah si, si, mais ça va être dur». Il m'a dit 6 mois et je l'ai regardé, j'ai dit 6 semaines. Et ça a été un combat un peu avec le monde médical où en fait, ils me posaient des limites et moi, je leur disais non. Et ma mère leur disait: «Non, mais vous allez voir, c'est elle qui va vous donner le rythme». Je comprends ce que tu veux dire du coup, parce que c'est toute cette suggestion du monde médical qui te dit c'est comme ça, parce que nous on est les sachants, on sait ce qui va se passer pour toi parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Nous on a étudié, et toi tu es là à leur dire mais non en fait ça peut être autrement. Et donc ce Ouais, combat-là il est balèze, hein. Je connais aussi, ouais, et se confronter à ça c'est ouais. Mais je peux même l'illustrer en te donnant un exemple. C'est-à-dire que quand je me suis réveillée, j'avais la particularité de ne pas reconnaître mes gamins. Alors j'avais tous mes gamins qui étaient en photo, là, mon ex-mari me les avait mis en photo. On était déjà divorcés à l'époque, hein, mais il était venu me voir. Et moi, je le voyais au-dessus de mon corps. Il était là, oui, me laisse pas. Je ne peux pas y arriver avec les enfants. Et moi j'étais au-dessus, je voyais et je disais, ah, ça suffit, ton cinoche, la pleurnicheuse. Je sais pas, enfin, c'était un peu drôle. Et en fait, ce que tu dis, ça s'est illustré que à un moment donné, je reprends un peu mes esprits, je leur dis, c'est quoi les médicaments que vous me mettez dans la sonde, quoi? Ah, bah, ma petite dame, ça c'est le traitement que le médecin vous prescrit. J'ai dit, non, non, mais je suis au courant de ça. Moi, quand je vous demande, c'est des noms de molécules que je vous demande. Et là, j'ai dit, il y a marqué quoi, là? Donc, elle me lit les trucs, et je dis, ok, ok, bon, j'ai bossé dans le milieu, donc je dis, ok, ok. Puis à la fin, elle me dit, Myocérine. J'ai dit, ça, vous me le retirez. C'est un antidépresseur. voilà. Elle me dit, ah non, ça c'est obligatoire, c'est le protocole, on se réveille d'un AVC, c'est antidépresseur. Je dis, non, mais j'en veux plus, je le prendrai plus. Je le prendrai plus. Et alors là, elle me dit, bon, bah, je vais appeler le psychiatre. Ah c'est direct comme ça en fait que ça se passe. Ouais. C'est qu'en fait, en fait, c'est que tu vas pas bien, quoi. On peut pas imaginer un seul instant qu'en fait, tu sais de quoi tu parles et que tu dois suivre le protocole parce que c'est comme ça et t'as rien et en fait, ton corps et ta personne ne t'appartient pas. Ou, je dirais, enfin, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu. C'est pas comme ça que je le. Enfin, si, je le vois comme ça. Je te dis ça parce que j'ai vécu une expérience avec ma fille à sa naissance où on a voulu sortir de l'hôpital plus tôt parce que tout allait bien. On m'a dit, vous signez une décharge que j'ai signée. Et puis le jour même, il y a un médecin qui débarque dans la chambre et qui dit, ah mais votre enfant, il peut pas sortir parce qu'il a une jaunisse et il est en train de se déshydrater. On va être obligé de le mettre en soins intensifs. J'ai fait, mais non, en fait, je regarde le papier que vous avez regardé. Je vois rien de tout ça. Mais vous n'êtes pas médecin, vous pouvez pas lire ça. Si, si, je peux lire ça. Je suis quand même pas stupide pour lire un papier qui explique que ma fille, elle va très bien. Et donc, ils l'ont embarqué. Et puis, ils lui ont mis une sonde dans le bras. Donc, elle a 2 jours, la gamine, hein. Et puis, dans une espèce de couveuse avec une lumière violette. Et puis, ils me disent, mais monsieur, maintenant, nous, on s'occupe de tout. Vous pouvez aller voir ailleurs. Je dis, ah non, je reste avec ma gamine, moi. Je reste avec elle 24 heures sur 24. Je ne bouge pas de là, quoi. Ah, mais vous n'avez pas le droit. Et puis, je leur dis, mais vous savez que, en fait, vous avez, avant de faire quoi que ce soit, vous me demandez. Je suis le parent, donc vous faites pas ce que vous voulez. Ah, si, monsieur, vous êtes à l'hôpital, vous êtes aux soins intensifs, maintenant, on fait tout ce qu'on veut. Je dis, mais non, en fait, et puis en plus, vous signez une décharge pour nous permettre de faire tout ce qu'on veut. Je dis, mais non, en fait, ça, je refuse. Ah, mais monsieur, en fait, si vous n'êtes pas d'accord, on va appeler les services sociaux, on va vous retirer momentanément votre parentalité, et c'est nous qui décidons. Donc j'ai fini par avoir un petit peu gain de cause et avoir un fauteuil pour rester toute la nuit avec ma fille, à lui faire une bulle de lumière et à me confronter vraiment à l'entité hôpital avec tout ce que ça veut dire, hein. La peur, la maladie, la mort, la détresse, la tristesse, enfin tout ce que ça enveloppe, plus tout le milieu médical qui va avec ça. Donc j'ai touché vraiment à l'entité médicale, hôpital, pour protéger ma fille. Mais j'ai vu ce jour-là, si tu veux, que bah, en fait, si moi, admettons, je me retrouve dans ta situation à ce moment-là et qui décide, parce que je connais pas tous les médicaments et les molécules, j'aurais beau dire non, ben on va dire bon, on va vous retirer ceci, on va vous retirer cela, vous allez chez le psy, vous allez. Et c'est dans ce sens-là où je dis que à partir du moment où tu rentres dans le processus du milieu médical, il y a une prise de pouvoir sur toi qui est assez énorme. Oui, c'est vrai. Mais
moi, je suis retraitée de la fonction publique hospitalière, tu vois. Donc, j'ai un peu les deux côtés, donc je peux Bien sûr. comprendre aisément. Là où je En mets un bémol, l'occurrence, là où je mets un bémol, c'est toujours une c'est pas de histoire leur d'un. faute, hein. C'est pas de Non, leur non, mais faute, hein. c'est une histoire d'individu. Parce que au milieu de tout ça, tu as une Sandy qui va faire bien son travail, qui va être humaine, qui va être à l'écoute. Tu en as une autre qui va être aussi. Mais par contre, on a une grande masse qui est sous l'emprise de cette entité hôpital et qui subit le truc aussi. Hein. Mais même je t'assure, pour l'avoir vu, que tous les gens qui arrivent à l'hôpital sont bienveillants. C'est l'entité qui les. Tu vois. Exact. Donc, pour en revenir à mon histoire de psychiatre, donc là, je vois l'empereur et son petit prince arriver. Oh, j'exagère un peu, mais tu auras compris. Donc, le médecin qui arrive avec son interne, avec sa science. Et moi, j'ai quand même la particularité d'être assez sûre de moi. Enfin, une partie de moi, en tout cas, est très sûre d'elle. Et donc, il me dit, ah ben non, mais ça, c'est obligatoire. Et puis, il me dit comme ça, et puis bon, le cerveau, je connais, c'est mon travail. Et alors là, je te jure, c'est sorti tout seul. Et je lui ai dit, bah, c'est bien, vous avez la théorie, moi j'ai la pratique. Parce que là, ce qui serait intéressant pour moi, c'est que je récupère mon cerveau. Et je ne vais pas y arriver si je ne sais pas si je les récupère ou si c'est votre médoc. Donc, je ne le prendrai pas. Et ce sera comme ça. Et même quelques années après, je me suis cassé le. J'ai eu plein de trucs médicaux dont j'ai guéri toute seule. Hein. Je m'étais cassé le triple fracture malléolaire, tu vois. Donc j'arrive à l'hôpital et là, le toubib qui arrive, ah ben je vais devoir vous opérer. Je l'ai regardé, j'ai dit, vous n'allez rien toucher du tout. Vous allez me réduire, vous allez me plâtrer, je vais rentrer chez moi et on se revoit dans 2 mois. Ah, d'accord, je vais chercher des témoins pour signer la décharge. Et oui, ben oui, toujours. Et même j'avais râlé parce que il m'avait gardé 24 heures pour me plâtrer. Je te jure, il venait me prendre l'attention toutes les 2 heures. Je leur ai dit, vous êtes sérieux ou quoi? Même pour un AVC, on ne va pas aussi bien surveiller. On est sur une fracture, les gars, là. Tu vois, mais c'est pas de leur faute, c'est les protocoles. Moi, je l'ai fait et d'ailleurs, je suis bien contente d'avoir fait mon AVC parce que si j'avais dû continuer à l'hôpital, mon métier me plaisait, je le faisais humainement. Et puis bon, j'ai un bon relationnel, donc ça se passait bien, tu vois. Je faisais mes tâches sans bien comprendre ce qui se passait quand je transformais des maladies en code et que quelque part, mon pouvoir d'action que j'ai sur la matière figeait la maladie chez la personne. Ouais. Figeait la maladie. J'avais écrit tel nom, j'avais écrit telle maladie. C'était mon métier. Mais bon, ça, j'ai vraiment pu travailler dessus après en me disant, mais mon Dieu, comment tu as été utilisé, quoi. Comment tu as été utilisé par ce système, et je vois même aujourd'hui dans leur métier, mes amis, comment ils sont utilisés, comment leurs qualités purement humaines, elles sont utilisées, comment l'avocat, il va être utilisé à des fins dont il n'a aucune idée. Mais dans tous les systèmes et dans tous les milieux, c'est le même processus. Tu sais, quand je parle de cette entité hôpital, c'est la même chose pour tous les ministères déjà. Il y a une entité dans chacun des ministères qui avec un vocabulaire, une manière d'être, une manière de faire, une manière de penser. Et alors moi, j'ai travaillé dans 3 ministères différents, donc j'ai appris avec le temps le vocabulaire et la manière de faire. Donc, quand je me retrouve confronté à une personne dans un des ministères, je connais son vocabulaire, je connais sa fonction, sa manière de faire. Donc, je vois très bien ce dont tu parles. T'inquiète, je vois. Et c'est ça, c'est dans les ministères, mais c'est dans n'importe quelle strate de la société, en fait. Mais j'irais même plus loin, même le ministère amer. Oui. Le ministère amer, oui. Oui, lui aussi. On est tous. Oui. Ouais, donc... C'est pour ça que tu vois, cette chaîne, elle est vraiment importante et ces entretiens, ils sont vraiment importants. C'est pour casser ça. On ne peut pas figer dans le yoga intégral. Et je ne cesserai de le répéter. Tu vois que ton vécu, il est unique. Ton expérience, elle est unique. Elle t'appartient. Tu as été mené sur ton chemin avec une précision millimétrée pour être qui tu es maintenant. Et moi, j'ai eu la même chose. J'ai chaque individu dans le yoga intégral, et j'y dirais même plus loin sur cette planète, quoi. Mais en gros, on parle de yoga intégral. J'adore, tu vois, écouter ton histoire pour savoir par où c'est passé pour arriver jusqu'au yoga intégral. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et en l'occurrence, il t'est arrivé des trucs de fou, quoi, quand même. Ouais, mais encore, l'année dernière, je dîne avec un ami d'enfance et il me présente un autre ami. Et puis, on parle vite fait de mon AVC, quoi. Et puis, l'ami
il me regarde comme ça, waouh, mais c'est incroyable ce qui t'est arrivé, comment t'es. Et mon ami d'enfance, qu'on se connaît depuis enfant, il le regarde et lui dit, et encore, c'est rien ça, l'AVC par rapport à tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Et je t'en avais déjà parlé une fois. Je comprends Aurobindo quand il dit, frappe-moi encore, quoi, parce qu'il n'y a que ça. Et alors, je pense, j'en suis convaincue qu'en tant qu'âme, on choisit le chemin le plus rapide. Et tout ce qui se passe autour, parce que par exemple, tu vois, tu parlais de l'entité. Alors, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais l'entité, quand nous, en tant qu'être humain, on rentre dans cette entité, la seule chose qui lui permet d'exister face à nous, c'est le fait qu'on lui donne une réalité. Exactement. Si on ne la lui donne plus, cette réalité, c'est-à-dire si moi, là, je te parle à toi, humain, c'est à toi que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à ton métier, je ne m'adresse pas à ton expérience, je m'adresse à toi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu me renvoies? Et tous ces gens-là, et c'est là que ça devient intéressant, le yoga intégral, justement. Bien sûr, complètement. C'est ce dialogue d'âme à âme. Par exemple, je demande toujours aux gens, les retraités que je rencontre dans mes activités de karma yoga, là, qu'est-ce que tu faisais? Mais il y en a certains, je le devine. Ceux qui ont bossé en équipe, là, je participe à une galette et il y avait le responsable principal départemental. Et je le vois, tu sais, dans ses félicitations, comme si on était tous des enfants, les félicitations et les médailles que tout le monde adore. Bien sûr. Mais ce n'est pas de leur faute. On a été élevés comme ça. Qui a la bonne note à l'école, c'est qui le meilleur, c'est qui le... Tu vois? Donc, ce n'est pas de leur faute. Et je le vois parler et je dis, tiens, ça me dit quelque chose, ça. Et je reviens après, puis je demande à mon chef, là, je dis, attends, il faisait quoi comme métier, l'autre là-bas? Il me dit, ah, lui, il était commissaire de police. En moi-même, je me suis dit, bah oui, ça ne m'étonne pas. Voilà. Et puis, tu vois que vraiment, les comportements, en fait, c'est là qu'en fait, la structure, c'est-à-dire quelqu'un qui va être sensible à l'écologie, il va se retrouver dans un métier où on va lui faire de la fausse écologie. Voilà. Il va y croire, il va croire à sa propre importance. Regarde tout ce que je fais pour le monde. Et ça va le détourner complètement de la vraie vérité. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est comme les journalistes, ils pensent bien faire, ces gens-là. Ah oui, mais c'est ça, ils pensent faire le bien, c'est quand même assez extraordinaire. Oui, mais c'est pas que c'est extraordinaire, c'est que, si tu veux, la grande machine, elle a prévu tous ces garde-fous. Par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, à 16 ans, j'ai été placée. Donc, je connais bien les problèmes. Et en fait, ça n'allait pas, ce placement. Les adultes, ça n'allait pas. Le foyer, ça n'allait pas. Tout ça, ça n'allait pas. Et donc, je vais voir un avocat en disant, non, mais moi, cet été, là, il y a 2 mois de vacances scolaires, je vais fuguer, quoi. Prévenez le juge. Je vais voir un avocat, tu vois, j'utilise les trucs. Et j'ai récupéré le dossier. Et là, le juge répond, oui, ce dont tu as besoin, Sandy, c'est un cadre et de limites. Elle a même été jusqu'à manipuler ses professeurs contre le foyer. Elle manipule les adultes. Elle a besoin d'un cadre et des limites. En fait, mes profs, parce que j'étais une bonne élève, avaient appelé le foyer en disant, les gars, depuis que vous l'avez foutu dans votre truc, elle disjonque complètement, la gamine, elle allait mieux avant, laissez-la tranquille. Donc, j'avais manipulé mes professeurs, mais et il me fallait un cadre et des limites. Pourtant, je faisais aucune bêtise, hein. J'étais la première de ma classe, mais il me fallait un cadre et des limites. Et à la relecture de ça, donc là, c'est le juge qui écrit. Donc, c'est le système qui se sent menacé. C'est-à-dire, en gros, ce que ça veut dire aujourd'hui pour moi. Alors, à l'époque, tu le lis avec ton ego, c'est vexant. Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est pas vexant. C'est-à-dire, un juge estampillé République française a dit, attention, cet électron-là, il a besoin d'un cadre et des limites parce qu'il est capable de manipuler les gens autour vers un truc qui serait à l'extérieur de ce cadre, ces limites. Attention, alerte. C'est ça ce que ça veut dire. Complètement. Et évidemment, une jeune de 16 ans, elle ne dit pas je me barre de moi et je fais ma vie. Ciao, ciao les gars. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah non. Puis surtout, ça ne se passe pas du tout que une personne comme à cet âge-là ne va pas prévenir un avocat. Mais non, mais moi, je me suis dit alors comment ça marche leur truc. Parce que en fait, j'avais tout un tas d'EduxP qui m'expliquaient que grosso modo, j'étais un cassos, voilà, que ma famille ci, ma famille ça. Et puis moi, je les regardais comme ça, puis je leur montrais
mes bulletins de notes, j'avais 16 de moyenne, quoi. Donc après, ils m'ont expliqué que il n'y avait pas que ça dans la vie. Je leur ai dit, excusez-moi, avec le bagage que j'ai, à part l'instruction, je ne vois pas ce que j'ai. Mais oui, par contre, l'autre gamine qui avait des mauvaises notes, il l'engueulait parce qu'elle avait des mauvaises notes. oui, mais Celle qui avait des bonnes relations avec ses parents, il cassait les relations avec les parents. bien sûr. Mais le Celle dont simple le père... dans cette institution, c'est obligatoire que tu as des problèmes. Voilà, par exemple, une dont le père l'avait violée, son père lui envoyait des cadeaux, il était en prison, son père était gentil. En fait, si tu veux, les éducateurs, et c'est pas de leur faute, en fait, ils cassaient systématiquement la dynamique. Alors bon, il y avait une psy, à un moment donné, elle me fait dessiner un arbre. Elle me dit, oui, c'est un gros problème, Sandy, ton arbre n'a pas de racines. Bah, je lui dis, franchement, avec ma famille, c'est peut-être même mieux que l'arbre, il commence à pousser comme ça. Et je la regarde et je lui dis, regardez, il n'a pas de racines, mais c'est un cerisier, regardez tous les fruits que je lui ai faits. Madame, regardez, il y a un bel arbre, il pousse même sans racines. Mais il est obligé de pousser sans racines. Ceci dit, quelques années après, j'ai fait toute ma généalogie, parce que les racines, on les a quand même. Tu vois, même Saprem en a parlé, on est porteur de tout ça. Ah ben, je le vois, hein. Moi j'habite dans un lieu qui est dans ma famille depuis 1835, t'imagines? Et donc, ouais, j'imagine très bien, oui. les ancêtres, je les sens bien ici, hein. Ouais, avec tout ce qu'il y a nettoyé, pas pour moi, hein, c'est nettoyé pour tout ce qu'il y a d'avant ici, quoi. Et ce qu'on a à nettoyer, nous, pour nos enfants, mais... Exactement. Puis nous, on a un petit peu plus de chance que certains, on va pas se le cacher. Bah, je dois admettre qu'on nous a emmenés sur un chemin qui est quand même bien puissant et qui nous aide vraiment très concrètement et de manière très pragmatique, on va dire. C'est pas, on n'est pas obligé. Bon, je peux avoir un côté très perché, mais j'ai un côté hyper pragmatique et bien les pieds dans la terre, hein, malgré tout, grâce à ce ouais. D'ailleurs, il y a un exercice intéressant pour ça, c'est la marche, quoi. Ah ouais. Vraiment, la plante des pieds vraiment implantée et la tête reliée. Complètement d'accord. T'es dans un... Pour moi, c'est l'une des meilleures méditations, la marche. Parce que c'est dynamique. Pour moi, c'est vraiment la marche. C'est d'ailleurs pourquoi je serai au Mido pendant 24 ans à marcher de long en large dans sa chambre, hein, sans jamais sortir de sa chambre. Par contre, il marchait tout le temps. J'ai la sensation que c'est une manière de faire vraiment descendre des choses dans la matière, la marche. Ouais. Bah, tu sais, la dernière fois qu'on s'était parlé au téléphone, je t'avais dit qu'il y a une dizaine de jours, là, j'ai fait 18 km dans Paris. Selon les médecins, je suis à 200 mètres normalement, pas plus, mais bon, je les crois pas, ceux-là. Et donc, comme je suis handicapée, j'ai des troubles pour me repérer, pour les trucs. Et là, je ne pouvais pas tellement utiliser mon GPS parce que je devais économiser ma batterie. Je savais que je partais pour la journée. Et donc, je pars de Charles de Gaulle Étoile et mon idée, c'était d'aller à Notre-Dame, où je devais manger à 13h avec mon gendre. Alors, Charles de Gaulle Étoile, je sors et tout est compliqué pour moi. Marcher dans la rue, c'est beaucoup plus compliqué que de faire le yoga intégral. Oui. Je ne peux pas, par exemple, écouter de la musique. Il faut que je sois aware, comme tu vois, mais vraiment très aware. Parce que traverser une route, c'est compliqué. Beaucoup de choses sont compliquées. Donc là, je me mets Charles de Gaulle Étoile, je peux marcher, j'arrive à la Seine, je me dis, waouh, t'es grandiose, meuf. Et puis, je me dis, bon, bah, t'as plus qu'à suivre la Seine, quoi. J'y vais gaiement, puis tout d'un coup, je vois la Tour Eiffel. Je me dis, oh, c'est chouette, je vais voir la Tour Eiffel. Puis je continue à marcher vers Notre-Dame, hein, en pratique. Puis à un moment donné, je regarde la Seine et je dis donc, elle coulerait pas à l'envers, la Seine. Et en fait, je m'étais trompée de direction. Mais ça m'a pris le temps que l'information très structurée, c'est-à-dire tu vas à Notre-Dame, tu parles de Charles de Gaulle, tu te rapproches de la Tour Eiffel, erreur, mauvais choix. Tu vois. Et donc, du coup, je fais ça dans le sens. Par chance, mon gendre m'envoie un message. Il est au ministère des Finances publiques, en formation en plus. Alors, inutile de me dire que... Et il me dit, oui, je serai en retard et tout. Bon, je lui dis, écoute, ça tombe bien, on est arrivé au même moment. Donc, morte de rire, je lui raconte l'histoire. Bon, il connaît mes troubles et tout, je lui raconte l'histoire. Puis je repars, lui, il rentre, je repars vers Notre-Dame. Et puis, j'avais une copine qui m'avait dit, va voir le musée de la Shoah derrière Notre-Dame. J'y arrive tant bien que mal, je vais voir le musée de la Shoah. Et puis, je repars, ayant pour idée de faire le chemin dans le sens inverse. Puis, je continue à marcher. Et puis, je sais pas, peut-être au bout d'une bonne heure,
Je regarde la scène. Bon, là, ça a été Mais plus dans le rapide, quoi. mauvais sens. Toujours dans le mauvais sens. Mais tiens, je suis où là exactement? Parce que j'avais l'idée d'aller au Louvre, mais ça n'a pas l'air de se passer comme ça, cette histoire. Mais bon, après, ça, tu vois, ces choses-là sont facilitées pour moi dans le sens où j'ai pas de temps. Oui, Je travaille pas, j'ai pas de contraintes, j'ai pas genre. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ma seule contrainte, et encore, c'en est pas une, c'était notre rendez-vous, quoi. oui, oui, Donc, t'imagines la hauteur de mes contraintes. Enfin, on est vraiment oui, dans un truc. C'est un cadeau du ciel, ça. oui, complètement. Ouais. C'est un cadeau du ciel de pas bosser. Mais alors, du coup, comment tu arrives au yoga intégral? Comment ça se présente à toi? Par quel biais? Euh, Bah, j'avais déjà commencé un peu à lire des trucs, mais enfin bon, je crois qu'il y avait une partie de moi qui trouvait que c'était bien trop dur cette histoire. C'était vachement mieux de poétiser sur la colline du bouddhisme. Tu vois, Ouais, donc ça, ça n'y allait pas, quoi. ouais. C'était ah oui, je sais ça. Oui, je sais. Oui, mais ça, oui, je suis au courant. Mais ouais, intellectuellement, je suis au courant. Ouais. Oui, je savais bien tout ça, mon être profond, psychique, il le sait, comme on le sait tout ça, Ah ben complètement. on le sait, mais c'est la pratique qu'il faut. Il n'y a que ça de vrai, l'expérience. Alors donc, la question, je vais la reformuler. À partir de quand et comment tu es rentré dans l'expérience? Ben, j'y suis rentrée mollement. Tu veux dire à partir de quand j'y suis rentrée vraiment très très sérieusement? Ouais, je veux dire, il y a un moment donné, est-ce que tu t'es dit, bah, ah bah je suis dedans, ou est-ce qu'à un moment donné, tu dis, bon, bah ça me plaît bien, je vais commencer à expérimenter. euh, Bah quand disons que ouais, 2018, j'ai commencé un peu. Et puis après, il y a eu les étapes, quoi. Les étapes, et puis pour dire vraiment très sérieusement, c'est-à-dire pour que le truc occupe ton cœur, ton esprit, ton corps à la hauteur de ce qu'il est capable, hein, toujours. Bien sûr. 24 heures sur 24, bah ça date du 17 décembre 2024, quoi. Ça fait juste un mois et demi que je suis vraiment de tout mon être, quoi. Ouais, moi je te connais un petit peu parce que ça fait depuis l'année dernière on se connaît avec Gaël. On faisait des petites visios avec Gaël à une Mm, époque. mm. Mais tu étais déjà bien dedans quand même. Tu as une compréhension, tu as une expérience, tu as une expérimentation quand même. Ouais, ouais, mais j'ai un mental très rebelle. Très rebelle. Donc, et du coup, c'est en ça aussi que je me rapproche beaucoup de cette prêtre. Beaucoup, beaucoup dans ces trucs-là. C'est-à-dire que oui, ben non, mais ça, je peux pas parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Il était déjà. C'est dans ça que je te dis, j'étais pas complètement dedans. Après, offrir vraiment et s'incliner et succomber, mais vraiment du cœur, quoi. Ouais, je sais. Profond. Non, ça date du 17 décembre. Mais Avant, si tu veux, je m'accordais des heures de répit, quoi. oui, mais en fait, tu sais, moi ça fait plus de 30 ans que je chemine sur ce chemin-là. Et pendant jusqu'à le 29 février de l'année dernière, date où j'ai lancé tout ce truc-là, j'avais vraiment l'impression que bon, je procrastinais, je connaissais plein de choses, mais je me laissais du répit sur tous les plans et sur tous les sujets. Mais pourtant, j'avais l'impression d'être vraiment sur le chemin, quoi. Oui, oui, c'est exactement ça. Et à partir du moment où vraiment j'ai commencé réellement à faire les choses et à m'offrir complètement, ça, effectivement, on est d'accord, ça a tout changé. Mais il n'empêche que j'étais déjà en train d'être modelé, façonné, préparé par la mère pour pouvoir arriver à ce moment-là, 29 février 2024, pour pouvoir entreprendre tout ce que j'ai entreprenais. Ouais, Il y a toute cette phase préparatoire qui est non ouais. négligeable, en fait. Oui, 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 oui. Au début, tu es passé par le bouddhisme, et c'était une étape. Mais cette étape, elle était extrêmement importante. Si tu Ouais, veux, il y a quelque temps, je me suis retourné sur ma propre vie et je me suis dit, mais il n'y a pas un millimètre de ma propre vie à retirer pour pouvoir être qui je suis maintenant. il n'y a pas une seule fausse note. Le truc est énorme. Le truc est énorme. Et ouais. C'est dans ce sens-là où je te dis, euh, Oui, oui, mais tu sais très bien après pour l'avoir vécu, si tu veux, enfin,
là, je te parle à toi, mais effectivement, je ne parle pas qu'à toi, vu que c'est enregistré. Ce que je voulais dire, tu peux comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'après, on a une relecture du truc. Donc, toi, tu sais la date. Tu la connais, cette date, elle est marquée. Tu me dis, c'est le 29 février. Moi, c'est le 17 décembre. Ouais, Après, il y a eu des trucs qui m'ont aidé. Mélina, par exemple. bien Alors sûr. là, salut, sister. Disons, tu as bien bossé, toi. Tu vois, des choses comme ça. Mais après, une fois qu'on a pris cette ferme décision, comme tu l'as fait ce 29-là, c'est de cet avant et après dont je te parle. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que ce moment-là, il est vraiment très particulier parce que, effectivement, avant, on était sur le chemin aussi. Oui, C'est indéniable. Mais ce cap-là, où d'un seul coup, toute notre vie dans sa totalité est dédiée à ça, ça change absolument tout. ben, tu te fais couler un café, ou quoi que tu fasses, si tu as une seconde d'inattention, ou genre tu vas activer le pas, ou dire tiens, je me dépêche de faire le café, ou je me machin, boum, attends. Euh, euh, tu vois, Ouais, ouais. tu vois bien le sujet. Donc effectivement, on peut avoir une vision, mais à partir du moment où tu passes de l'autre côté, où tu dis je m'incline, mais encore que aujourd'hui, il y a encore des trucs, il y a encore des trucs de l'ego qui sont bien présents. Genre, tu vois, tout ce que j'ai récupéré depuis mon AVC, j'ai bien envie de croire que je suis une super battante et que c'est moi qui me suis battue. Mais je sais très bien que c'est pas moi, parce que ça n'aurait pas été possible. Cette puissance-là, à l'époque même, ce que je me disais, c'est avant cet AVC, j'avais plein de choses à dire et je me sentais pas légitime. Et là, Mhm. je me suis sentie légitime. Ça, c'est un discours de 2016. Hein. Je me suis sentie légitime parce que je savais ce que j'avais dans le coffre. Ouais. Cette puissance-là. Bon, après, le travail d'après, c'est cette puissance-là, c'est pas la mienne. Mais oui. Parce qu'elle n'est pas possible pour un humain, cette puissance-là. C'est vrai que pour nous, ça paraît évident maintenant, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se posent encore mille questions. Je me rends bien compte hein, de tout ce que je fais actuellement. Je ferais ça par mes propres petites mimines, mais oublie, je me connais, j'aurais craqué il y a longtemps, j'aurais cessé tout il y a bien longtemps, quoi. J'aurais Et c'est peut-être. quoi? On aurait fumé un bon bédo, même pour se Et calmer. voilà, et voilà, mais c'est ça. Et en fait, il y a vraiment cette force qui est en action, et à partir du moment où tu la reconnais et tu acceptes qu'elle œuvre à travers toi, par contre, c'est pas le truc que je me laisse porter par le truc et puis je fais rien. Non, non, c'est balèze. Tu y vas à fond et ça va te modeler vraiment fortement. Ça va te demander des choses intenses. Ouais, ouais, mais après, là, je te parle à titre personnel, j'ai une très grande indulgence envers moi-même et envers les autres. Parce que Complètement. je sais, alors tu vois évidemment, tous Aurobindo, Mersat Prem m'ont écrit à une époque qui n'était pas la nôtre. Les combats qu'on mène aujourd'hui, attention, je suis pas en train de dire qu'ils sont plus durs que les leurs, mais un petit peu quand même. Parce que la prison est encore plus verrouillée. Je suis d'accord. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire que eux, ils parlaient un peu, oui, on va te donner la clé pour ouvrir la porte, tu vas ouvrir la porte. Aujourd'hui, les pièges sont vachement plus nombreux puisque justement, il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans ce travail-là. Mhm. La force adverse, elle verrouille le Ah bah bien sûr, maximum. bien sûr. Tu vois. Donc, il faut, enfin, c'est rare que je dise il faut, mais là, si quand même, il faut avoir de l'indulgence envers soi-même. C'est hyper important en fait, parce que si tu n'as pas d'indulgence, ça veut dire que tu vas commencer à te flageller, mais tu te fais avoir encore une fois si tu te flagelles. Et puis surtout, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est tellement millimétré de perfection. Ok, fais au rythme que tu es toi. Pour le moment, tu peux avoir des imperfections, mais ces imperfections vont être tes aides un petit peu plus loin sur le chemin. Et tout est parfait, quoi. Alors c'est vrai que c'est Ouais, facile de dire ça comme ça dans le monde dans lequel on vit et que pour beaucoup de gens, c'est pas si facile. ben non, c'est pas facile parce que tu t'imagines tout ce qu'il faut briser comme pour être déjà dans un premier temps pour être soi-même, Mhm. c'est-à-dire je vais te donner un exemple tout con, mais bon, moi j'ai été mise à la retraite pour invalidité, j'ai été multi-expertisée. Hein. Ah, tu sors pas du truc comme ça. Hein. Et du coup, je me suis retrouvée en expertise avec un médecin où je lui ai dit, mais de toute façon,
ça sert à rien de vouloir m'y faire retourner, je n'accepterai aucune contrainte. Je ne l'allumerai pas, l'ordinateur. Je ne le ferai pas, tout ça. Il me dit, mais attendez, qu'est-ce que vous appelez contrainte? Et là, je réfléchis, je dis, bah, écoutez, déjà, je vais vous donner la première contrainte que je ne pourrai plus jamais subir de ma vie, c'est de mettre un réveil pour me réveiller le matin, alors que mon corps n'a pas terminé de dormir. Même ça, je ne le ferai pas. Alors, on va s'arrêter. Je ne le ferai pas. Et bah, ça demande, déjà, ça demande beaucoup d'orgueil. Mhm. Tu vois, l'ego est l'outil. Ça demande Oui, beaucoup d'orgueil. Ça demande bien sûr. une certitude de se retrouver face à un médecin expert à qui Ouais, tu vas dire, voilà, moi je vis comme ça et je ne vivrai pas autrement. Et il te souhaite bon courage. Il te souhaite de retrouver un équilibre. Puis tu te retrouves à lui dire, mais vous ne comprenez pas quoi. C'est ce que je suis en train de vous dire, mon équilibre. Eh ben, il faut beaucoup d'orgueil. ouais, ouais. Puis c'est difficile à comprendre pour des gens qui sont complètement, pleinement dans le système Mais vous n'avez pas le choix, madame. Ah oui, oui, mais alors c'est là que mon petit cadeau du ciel est intervenu. Et tu vas vite comprendre mon idée. Je peux me permettre aujourd'hui parce que je suis handicapée. Oui, oui. Je suis handicapée. C'est-à-dire que chez une personne qui C'est n'est une pas carte spéciale. handicapée, Ouais. ben, oui, ben, la pauvre, elle est handicapée. Elle est cérébro-lésée. Alors, et je l'accepte volontiers puisque du coup, je ne dérange plus mes pairs. Mais j'aurais tendance à faire ce petit jeu de mots qui dirait que je suis plutôt handicapée, quoi. Parce que c'est une forme de handicap très particulière tout de même. Hein, ouais. Parce que pour le. Mais bon, ça donne beaucoup de privilèges, des entrées gratuites au musée, et puis je ne pourrais pas travailler. Oui, Je bah ne oui. pourrais pas l'allumer, regarde mon ordinateur dans lequel est le truc. Mais ça, je veux bien le faire pour mère, mais je ne veux pas le faire pour installer des gens dans leur maladie. Je ne veux plus les rentrer, les codes sécu, je veux plus. Ouais, bah, je comprends, hein, je comprends. Moi, ça fait 20 ans que j'ai créé ma première entreprise et je pourrais plus. J'ai fait 15 ans d'intérim avant et non, c'est pas possible. Je fais ce que j'aime et c'est ça qui me nourrit. C'est pas l'argent que je gagne parce que j'en gagne très peu de l'argent. Mais ce que je fais me grandit, ça me nourrit, c'est un chemin de vie, c'est pas un travail, tu vois. Et les gens souffrent tellement de leur travail. C'est la première cause de souffrance, hein. Mais complètement. Et tu vois, on parle. Et c'est là aussi que la force contraire, elle est très maligne parce que ça te prenne parler souvent de cette petite flamme, tu vois, qu'on connaît bien. Et ils ont osé. Ah, ils osent tout. Ils osent tout, les gars. Parce que les gens sont tellement omnibulés par leur téléphone, par leurs trucs et tout, par leur travail, par leurs factures, par plein de choses, tu vois. Ils ont osé appeler ça le burn-out. Et là, tu te dis, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. En fait, c'est même plus masqué pour qui veut voir, pour qui veut entendre. Complètement. Tout est servi sur. Et c'est pas de leur faute, puisque même ils y croient, ils croient bien faire. Comme nous, comme toi et moi, on croit bien faire. Ouais, Eux ont la même certitude. ouais. Eux ont Tu la sais, même certitude. le burn-out, c'est la flamme à l'intérieur. Elle hurle, elle brûle tellement fort qu'elle est obligée de sortir pour dire, hé, regarde, franchement, jusqu'où t'en es allé, quoi. Oui, alors ça va commencer par le travail, mais les gens vont vite se faire ressaisir par un autre piège. N'importe Tu où. vois, même les psys, moi j'ai eu la chance de tomber sur Monsieur C, qui a été interdit par l'ARS. Mais bon, il soignait trop bien le mec, tu vois. Et puis en plus, il était à 90 balles de la consulte, mais il se faisait payer que 37, il gardait les patients pendant 2 heures. Et vas-y que je t'hypnotise, vas-y que je te masse les pieds. Vas-y, tu vois, ça peut pas le faire, quoi. Il disait, ah oui, vous allez pas bien, prenez un bain. Ça va vous faire du bien. Bon, bah, monsieur C, on va vous arrêter de bosser, vous êtes trop efficace. Tu vois. Ouais. Mais du coup, il y a tout ça, mais ouais, faut être indulgent, surtout à l'époque là, parce que dès, Complètement. dès qu'il y a- dès que tu gagnes une petite liberté, tu vas voir que il y a quelque chose qui va s'y opposer, mais vraiment, faut garder. Enfin, ça, je le dis pour les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui se perdent dans, dans ces histoires très, très exagérées, en fait, d'entités, de l'État, de machin, de trucs. C'est normal, ils ont vu quelque chose, mais ils le voient et ça se manifeste à eux comme un ennemi parce que
c'est leur projection. L'État, il n'existe pas. Moi, Macron, il n'est pas plus Jupiter que moi. Non, et puis moi, ce que je dis, c'est que ils n'ont pas le pouvoir, en fait. Le seul, c'est toujours une histoire de à qui tu donnes le pouvoir. Si tu donnes le pouvoir à une entité particulière parce que tu crois qu'elle existe et qu'elle a un pouvoir sur toi, elle a un pouvoir sur toi. Si par contre tu sais qu'elle existe, mais tu lui dis, bah, en fait, tu n'as pas de pouvoir parce que la seule chose qui a le pouvoir en moi, c'est le psychique, et moi, je me suis offert à la mer, et c'est celle qui a les plus grands pouvoirs dans toute la manifestation et sur tous les plans, en fait, il n'y a plus de pouvoir. Cette entité, elle n'a pas de pouvoir Oui, sur nous. oui, Elle oui, l'a que lui mais donne. d'un autre côté, il ne faut pas non plus oublier sa puissance dans le sens où cette D'accord. entité, elle vit et elle existe de gens qui ont tous, parce qu'on a tous, une flamme à l'intérieur, un pouvoir d'action sur la matière, et c'est l'entité qui les fait agir sur la Oui, matière. D'où la réelle existence de ce truc-là. tout à Moi, fait. par exemple, si j'avais dit, et tout mon corps et tout mon esprit, et tout ce que je mettais au service de mon employeur, telle personne elle a telle maladie, je t'assure qu'elle avait vraiment la maladie. Bien sûr, complètement. Vraiment. Ah, mais oui. Et tous les gens qui faisaient mon travail, on a la même puissance intérieure. On l'a tous, cette puissance. Là, le problème, c'est que la machine l'utilise à sa propre survie. Exactement. Exactement. Et c'est très. Bon, c'est pas politique ce que je dis parce que je m'en fous de la politique, mais quelque part, ça peut être pris comme ça par les gens qui vont nous écouter. Mais par exemple, les gilets jaunes, mais c'était voulu par le système lui-même. Et ça va, c'est presque au-delà du réel, des gens qui vont se battre sur leur temps libre, sur leur temps familial, pour pouvoir régler leur putain de facture. Ils se battent pour les chaînes de leur prison. Oui, Et ils demandent la permission à l'État dans la rue. Bon, mais c'est pas de leur faute. L'aspiration, elle est sincère. bien sûr. Tu vois, l'aspiration, elle est sincère. Mais c'est ça qu'il faut voir. Mais en même temps, si ça existe, c'est que ça doit exister et qu'on doit en passer par là. Ça fait partie du processus. Mais comme tout ce qui se passe en ce moment, avec tout le délire Trump, Musk et compagnie, avec tout ce qui se passe en Europe, enfin, on en passe par là où on doit en passer, et tout est juste. Mais par contre, ouais, mais c'est réel, parce qu'il y a effectivement une partie mentale, mais dans tout ce qui se passe, il y a une partie, bon, celle-ci, je la connais pas encore complètement, mais il y a une partie supramentale, et par exemple, il faut être vigilant si tout le système, les journalistes se mettent à dire du mal de Poutine ou de Trump. Moi, c'est là que je vais regarder. C'est inévitable. C'est quoi la menace? Ah ben voilà, ça menace quoi et ça menace qui exactement? Et c'est là où ça devient intéressant. Tu sais, c'est pour ça que j'ai fait les vidéos géopolitiques spirituelles. C'est pour bon, il y a l'actualité, ok, d'accord, cette actualité, on la vit, on la regarde, on l'observe. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une évolution qui est en train de se mettre en place. Et c'est intéressant de pouvoir. Alors, j'ai pas encore ce pouvoir-là. J'ai demandé à la mère de pouvoir avoir cette petite CD, ce petit pouvoir de pouvoir regarder l'actualité et d'arriver à percevoir un petit peu le supramental en action dans tout ça, quoi. Parce que il y a vraiment une force en jeu actuellement qui est en train d'organiser quelque chose. Quoi, comment, où, j'en ai aucune idée. J'ai pas cette capacité, cette compétence. Tu sais, ce que je ressens là, parce que moi aussi j'ai la même curiosité que toi, curiosité de comprendre, une soif d'apprendre, etc. Et là, j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'elle aurait dit, mère. Et là, j'ai une image de mère qui dit la curiosité est un vilain défaut. On n'a pas besoin de savoir ça, réellement. C'est marrant parce que c'est exactement ce que je disais hier à Cyril au téléphone, où je dis, tu sais, là, on est en train de se prendre la tête parce qu'en fait, déjà, d'une, on n'a pas la capacité de comprendre. De deux, on n'a pas la capacité de savoir vers où ça va et comment ça s'organise. Et on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait même pas expliquer ce supramental. Qu'est-ce qu'on va se prendre la tête à vouloir comprendre et savoir? Et pourtant, il y a ce petit truc qui est là. C'est la nature humaine. Hein. C'est la nature humaine. Mais bon, après, par exemple, ça me fait penser à quand j'étais morte. Tout est lié. Et alors, ta connaissance, elle est. Et tu sais, quand je te dis le mec, il me parle ou quoi, c'est pas parler, c'est de la télépathie, mais de la télépathie qui comprend tout.
les tenants, les aboutissants, le passé, le présent, le futur, les émotions, les sensations, tous les niveaux. Là, tu sais tout. Mais le problème qu'il y a, c'est que le corps, il ne permet pas ça. Parce que je me souviens, quand j'étais dans le coma, il y a eu une réunion autour de moi. Et ils étaient à la cool. Hein. La conclusion de la réunion autour de moi, de ces individus qui parlaient de moi, c'était ouais, non, mais là, on a choisi le mauvais cheval. Le contenu est trop dense pour le contenu, pour le contenant. Alors, bah forcément, ça a pété. Et moi, j'étais là, je suis là, les gars, avec mon petit orgueil. Non, arrêtez de dire que mon contenant, il est faible, je suis pas faible. Mais tu vois, ça, c'est des trucs qui sont de notre nature. Donc, effectivement, on va avoir la curiosité. Moi aussi, j'aimerais bien avoir la science infuse comme je l'avais de l'autre côté. Ça, c'est extraordinaire. Mais même quand je suis revenue, j'avais regardé à la télé et c'était en 2016. Et je regarde la télé et le monde d'ici m'a paru irréel pendant longtemps. Je regardais par la fenêtre, je voyais les bâtiments, j'avais l'impression que le monde était en papier mâché, revenant de là où je revenais. Je regarde la télé, j'avais la télé gratuite, parce que dans les chambres de réanimation, la télé est gratuite. En fait, c'est plus pour le personnel, hein, parce que toi, tu captes rien. Et j'essaye de suivre le journal, et là, j'observe, et ma mère arrive, et je lui dis, attends. Donc moi, j'étais nourrie du truc que je devais revenir, mais que j'avais pas envie de revenir. Et je conclus dans ma petite tête le journal, et la conclusion, c'était, attends, il y a eu un attentat à Nice, et ils jouent au Pokémon sur leur portable. Ma mère, elle me dit, bah oui. Et là, je lui dis, ça va être compliqué. Hein. Voilà. C'est avec ça qu'on va devoir faire. Eh bien, écoute, on arrive un petit peu, là, c'est presque une heure qu'on est tous les deux, là. Mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout de mes petites questions, parce que je vois bien que ça a eu quand même une certaine incidence sur ta vie, le yoga intégral. Et justement, ben, qu'est-ce que ça a réellement changé dans ta vie, ce yoga intégral? Oh, bah alors là, je ne saurais pas quoi te dire, parce que c'est trop vaste, quoi. C'est bah déjà, ouais, je vais focaliser sur le truc le plus important, en fait. On entend beaucoup parler dans les milieux spirituels d'équanimité. Oui. Et c'est une bataille pour la gagner, cette équanimité. C'est un réajustement. Et puis, dans un premier temps, tu obtiens une équanimité mentale qui est déjà pas mal. Oui. Qui est déjà pas mal. Mais quand tu sens un truc, enfin, je sais que tu l'as aussi, donc toi, tu vas voir, qui te prend là dans le cœur et qui, en permanence, quoi. Et puis, tu fais une connerie, bah, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Et puis même, t'as plus tellement de temps à perdre, la connerie, tu l'as déjà fait 1000 fois, tu vas pas la faire. Et puis les autres, et puis c'est pas grave, et puis le monde, et puis c'est pas grave, et puis c'est pas grave. Ouais. Tu vois, ça, c'est énorme, quoi. Même si, des attaques personnelles, j'en ai plus. J'en ai plus. Mais je te l'avais déjà dit une fois, ça passe par mes enfants. Et de manière vraiment très, très... c'est chaud. Et du coup, je vois la souffrance, tu vois. Et ça peut me déstabiliser intérieurement. Ouais. Mais très peu de temps. Ça se remet très vite. Et le truc, c'est, tu le sais très bien, la souffrance, c'est nécessaire. Si toi, tout allait, t'as réussi. S'il y en a plein qui réussissent en ce moment, eux aussi ils vont y arriver. Exactement. Eux aussi ils vont y arriver. Ils vivent les expériences qu'ils doivent vivre pour eux, comme nous tous. Exactement. Tu peux rien changer. Tu peux être là, tu peux rigoler, parce que finalement c'est ce que je sais mieux faire, détourner les trucs un peu, tu vois, genre c'est pas si grave, rigoler, machin, c'est tout. Ouais, je suis d'accord. C'est ça ce que ça a changé. Ouais, et c'est pas rien ça. Hein. Parce que justement, la légèreté. Ça amène à une forme d'équanimité justement, parce que chaque événement de vie est un moment, si tu le regardes vraiment, qui peut te permettre d'ouvrir des portes et d'aller plus loin, qu'il soit agréable ou désagréable. Et c'est vrai que, enfin, c'est difficile à exprimer maintenant parce que je ne dis plus les choses de la même manière du tout qu'avant. Je suis tellement impliqué dans dans ma vie intérieure et spirituelle que il n'y a pas un événement que je retire
je le vois arriver quel qu'il soit, je dis, ah, il y a ça aujourd'hui, ok, bon, allons faire ça aujourd'hui, puisque c'est ça qui est Génial! Une aujourd'hui. nouvelle Ah, expérience sur le terrain de jeu. c'est ça. Et alors, il y a des moments, c'est des trucs, ça me secoue, et ok, bon, bah ça, c'était à vivre. Une fois que c'est passé, je vois pourquoi. Et puis, de temps en temps, je vois, j'ai fait un acte il y a quelques semaines, et puis je vois un résultat qui apparaît, que je vois bien que c'est pas moi, j'ai rien à voir là-dedans, en fait. C'est passé à travers moi, et il y a une belle chose qui se présente à la, ah, super. Ah, bon, on en est là aussi de ce côté-là. Et puis, ben, tout avance avec le bien, mal. Bon, à un moment donné, ça ne veut plus rien dire du tout, quoi. C'est juste la vie qui te donne les expériences que tu dois vivre pour aller plus loin. Ouais, ouais, ouais. Mais ça a été un outil quand même bien mal. Ça a été un Ouais, outil pour déjà se mettre plutôt du côté du bien. oui, Et puis, tu vois, donc en fait, enfin, et moi j'ai bien remarqué, toi, non, non, c'est d'ailleurs pour ça que je vous rejoins l'équipe, hein, moi aussi, faut, faut que, parce que tu vois, des fois on a eu, toi aussi, t'en as eu des moments un peu de grâce où tu vois, et puis après il y a quelque chose qui vient prendre le dessus, on lâche. Mais toi, comme moi, toi le 29 février et moi le 17 décembre de l'année dernière, quand on a dit j'y vais, c'est parce qu'on ne veut plus repartir en arrière. Cette grâce un peu, je suis d'accord. on veut que ça dure et on sait que pour que ça dure, c'est par le travail, c'est par de ce qu'on va donner dans la matière, de ce qu'on va créer en fait. C'est Donc c'est pour exact. ça que je vous rejoins. Moi, je vous rejoins pour évoluer comme vous. Hein. Moi, je vous rejoins pas pour. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi je vois le truc, je vois ce que ça m'a apporté. Moi, si je peux apporter à quelqu'un. Et je te le disais tout à l'heure, moi ce que j'aime faire, et du coup, quand je me suis dit, vas-y, c'est maintenant, et que je t'ai dit, ouais, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais, pour tout le monde, un peu, tu vois, Cyril a fait ça, apprendre à méditer. Alors, bon, effectivement, moi, j'ai regardé, euh, bon, bah oui, apprendre à méditer, bon, voilà, mais effectivement, il faut qu'on revienne à la base. Et pour les nouvelles personnes qui vont nous rejoindre, il faut qu'on revienne à la base, c'est-à-dire comment, dans ta vie, dans le réel, peut-être 10 minutes par jour, peut-être 1 heure par jour, on s'en fout. De toute façon, si tu donnes 1 heure au supramental, t'inquiète, le supramental, il saura l'utiliser comme il a besoin, tu vois. Exact. Mais revenir à la base, revenir à la vie ordinaire, à la vie réelle, à la musique, à des trucs débiles, mais réels, quoi. Parce que la musique, ça touche tout le monde. Les livres, l'actualité, comme tu le fais avec la géopolitique, comment euh, tout ce qui existe est déjà supramental. Exactement. Est déjà supramental. Mhm. Même la force adverse, Oui, elle est supramentale. complètement. À partir de là, il n'y a plus rien à craindre. Hein. Ah ben non, c'est pour ça que il n'y a rien de pressé, il n'y a pas d'urgence, tout est absolument parfait. C'est vrai qu'en apparence, ça paraît complètement chaotique, mais comme je disais tout à l'heure, comment on peut comprendre une action de quelque chose qu'on n'est même pas capable de nommer? Tout est extraordinaire. Enfin, là, en plus, c'est palpable. On voit bien qu'il y a des changements. Il y a quelque chose on ne sait pas quoi, pourquoi et comment, mais on le voit. Enfin, c'est perceptible. Maintenant, ça devient carrément concret, ce changement. Ouais, ouais. Et ça me fait penser à l'interview, comment ça s'appelle? L'entretien que tu avais eu avec Michael. Oui, Tu te souviens, qui parlait un peu d'astrologie, des planètes, des trucs. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là oui, qui se joue. Et je crois que les profils, tu vois, moi là, tout à l'heure, je t'ai dit, ouais, je suis née là où est né mai 68, le jour où Yourcenar a été élu à l'Académie. Hein. En tant que femme, en tant que révolutionnaire, hein, je peux te dire que j'étais lotie. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai dit toute ma vie. T'es né oui. où? Et instinctivement, je répondais à Nanterre, comme le mouvement de mai 68. Donc, j'ai l'impression que enfin, tu vois, les gens qui vont être là dans notre truc de yoga intégral ou d'autres choses, on est comme marqué à la naissance. Ouais. Et ça, le système le sait. Ça, le Mhm. système le sait. Ouais, et puis nous aussi, finalement, à un moment donné, on finit par le savoir. Oui, Je vois bien que mon cheminement, quand j'écoute tous les gens que j'ai en entretien, le cheminement, il est depuis le début.
Il n'y a pas une fausse note. Il n'y a pas une Non, fausse note. il n'y a rien à retirer, absolument rien, quoi. Mm. Et alors, vers où on nous emmène, j'en ai absolument aucune idée, mais j'y vais à fond, avec la joie, le sourire en pleine Mais gaieté. c'est ça. Bon, alors, oui, on s'en fout, mais quand même, on a bien la curiosité de savoir. Il y a cette part qui se dit, bon, tu sais, avec Cyril, on s'appelle vraiment très régulièrement, puis on parle un petit peu de tout ça, parce qu'on travaille, c'est une manière de travailler. Et par moment, on est des grands rêveurs, on spécule un peu sur la suite de là où on nous emmène. Et puis, à un moment donné, on s'arrête parce qu'on se dit, ouais, ben, on va pas plus loin parce que c'est déjà très gros, c'est déjà assez énorme. Plus loin, c'est trop gros. Ça me fait flipper, Ouais. quoi. Laisse tomber. Rêve pas trop fort. Non, ça va, ça va. On est des grands rêveurs, mais quand même, restons modérés, restons les pieds sur Non, terre. mais parce on a aucune idée, en fait. On a vraiment aucune idée. On sait pas, tu vois, comme moi, quand je suis morte, je te confirme que tu sais, il y en a certains qui vont dire oui, si tu cherches Dieu, il est en toi. C'est encore très bateau. Ah bah quand tu meurs, tu sens bien que Dieu est en toi. Et tu sens, quand tu reviens, tu sens que tu es alourdi dans la matière. Je veux dire, ton cerveau, c'était une planète, c'était même la plus grosse planète, et tout était très clair. Tu reviens, tu es en train de manger du mixé à la petite cuillère, quoi, tu vois. Donc, je suis pas sûre qu'on va le... Il faut le vivre, en fait. Parce que, Ouais. encore, on le sait après, une fois qu'on a, je dirais, courbé les chines, mais c'est pas courber les chines, une fois qu'on a dit, OK, je rentre, comme on l'a fait, bon, bah, en fait, c'est là que ça commence. Ouais. Le départ, en fait, c'était... on nous donnait les outils. Tiens, tu vas avoir besoin d'une clé à molette. Tiens, tu vas avoir besoin de ci. Tiens, tu vas avoir besoin de ça. Et puis bah, après, c'est comme un mécano, quoi. Après, on t'a donné tous les outils, t'as ta caisse à outils. Bon, bah, répare. Hein, C'est c'est un ça. peu ça. Donc là, on a... Enfin, toi, un peu plus, parce que du coup, ça fait 1 an que tu... Bon, ça fait moins longtemps. Mais du coup, bon, bah, on a la petite caisse à outils, mais on n'a jamais réparé encore. Eh non. Parce que, Ouais. tu vois, même mère, elle a dit à un moment donné, il me semble que c'est elle qui a dit ça, et moi je le sens profondément maintenant, qu'à travers nos vies successives, si on est bien attentif, il y a un moment de notre vie actuelle où on se rend compte très clairement de là où on s'était arrêté avant. C'est-à-dire Mhm. tout ce qui a été facile. Ouais. C'est-à-dire l'obtention des outils. Ouais. L'obtention des outils, c'est facile. Là où on commence vraiment à se mettre à bosser, c'est là où on s'est arrêté la dernière fois, et je crois que c'est maintenant. C'est marrant ce que tu dis parce que d'un seul coup, je vois ta date à toi, je vois ma date à moi, et puis je me dis, mais en fait, c'est le moment où le psychique est passé devant, au premier plan. Et c'est là où les choses sont complètement différentes. Ton être psychique, le 17 décembre dernier, il est passé au premier plan. Et, Ouais, mais c'est exactement ça. J'y avais pas pensé ce que tu dis, mais c'est exactement ça. la vision que j'ai eue, moi, pour cette année 2025, c'est, je la répète parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais la répéter, c'est cette année, ce que tu as vécu, ce que j'ai vécu moi l'année dernière, ça va être l'éclosion d'êtres psychiques en masse. C'est-à-dire que ce que tu viens de vivre là, il va y en avoir plein partout qui vont passer au premier plan. Et ce passage au premier plan va changer l'énergie totalement de la planète. S'il y a les êtres psychiques qui passent au premier plan, c'est un changement majeur dans la suite des événements et de la suite évolutive. Non, et puis même, moi je rêve beaucoup, mais la nuit, tu mets après, bon, ça reste une utopie, hein, mais tu mets après le pouvoir, le pouvoir entre les mains de personnes qui veulent pas de pouvoir parce qu'ils en ont un beaucoup plus puissant que celui de diriger la planète, tu vois, qui veulent pas de pouvoir, qu'on a rien à foutre de ton pognon. Tu colle en haut de la pyramide, je vais dire une connerie, mais une poignée de personnes psychiques. Ah, je peux te dire que le truc il va rouler Ça change tout, hein. Ça change tout, hein. convenablement. Et même, tu sais, tu as certains mouvements spirituels, là, tout le monde le sent, hein, de toute façon, 2025, c'est vraiment un tournant. Mais tu as certains mouvements spirituels où ils disent, oui, il y a ceux qui vont passer, il y a ceux qui vont pas passer. C'est vrai, mais pas tout à fait. C'est vrai à un certain niveau, mais Chacun c'est a pas sa- vrai puisque les êtres psychiques, ils sont à l'intérieur de tout le monde. Ah, voilà. Donc, ils vont tous se réveiller. Ce qui va pas passer, c'est le mental. C'est ça qui passera plus. Bah oui.
Ah oui, Effectivement, ça va s'écrouler. Alors, c'est plus difficile, un mental qui s'écroule chez une personne qui a du pouvoir, de l'influence, de l'argent, des machins, que chez quelqu'un qui n'a pas grand-chose. oui, c'est Tu vrai. vois, mais il n'empêche, tu vois, moi j'avais déjà beaucoup réfléchi à Macron. Moi, Macron, quand je le vois, avec son calme, le truc, le mec parce que je veux dire, il y a quand même eu beaucoup d'aide, il y a quand même eu beaucoup de trucs. Il faut savoir que quand tu es en haut, tu n'en as pas du pouvoir, en vrai. Non, mais c'est vrai que les gens, c'est- moi, depuis des années, je dis, mais Macron, il est balèze. Et puis merci Macron, parce que il a poussé les gens à aller à l'intérieur d'eux-mêmes pour aller faire émerger leur psychique. Et au fond, il a une tâche particulièrement ingrate, quoi, dans cette incarnation-là, c'est Ouais, d'incarner le petit salopard qui va faire chier tout le monde. Mais j'aimerais pas être à sa place, tu vois. J'aimerais pas du tout être dans cette action-là, quoi. Et je suis très bien là où je suis. Alors après, je reste pragmatique, hein. Il mange sévère, le monsieur Macron, hein. Il a quand même pas eu. Enfin, on va pas rentrer dans ce ah, débat-là tu parce que parles au niveau des événements, mais son psychique, il mange pas. Imagine, le mec est tombé amoureux de sa prof. Il a combattu tout le monde du haut de ses 15 ans. Macron, pour moi, il est comme. Je te parle juste du psychique, hein. oui, Attention, hein. Je voudrais ouais, pas, oui, tu vois, oui, déchaîner des trucs politiques. voilà. Mais le mec, il est comme Napoléon, quoi. Oui, Dans son être psychique, dans ce qui. Mec, il est comme Napoléon. ouais, ouais. Non mais c'est pour. Et en même temps, il ne faut pas que le mental tombe trop rapidement. C'est pour ça qu'il a laissé un peu faire les gilets jaunes, les trucs. Parce que le mental qui tombe trop rapidement, le truc trop rapide, ça créerait de la maladie psychiatrique, en fait. Tu comprends? Exactement. Et c'est pour ça que je te Du dis, trouble. événement, il va à un rythme vraiment précis. Il faut pas aller plus vite que ça. Plus vite que ça craque. Mais d'ailleurs, tu le sais bien, puisque tu l'as raconté dans ta propre histoire, plus vite que ça, ton corps, il craque. Ouais. Mais pourtant, je n'allais pas vite, hein. Oui, mais pourtant, il y a quelque chose en toi qui voulait brûler plus vite que prévu, quoi. Ouais, et puis après, il y a aussi la vision positive du truc que j'aurais pas eu, enfin, je veux dire, la force de quitter mon job, de tout ce que ça impliquait. Oui, voilà. euh, tu vois, enfin, je veux dire, euh, c'est peut-être ce que tu dis, mais peut-être que c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire, il fallait vraiment que je le quitte, ce boulot. Il fallait que je me mette au travail. Il me fallait une excuse, une excuse concrète pour plus vraiment être emmerdée. Parce que là, je ne le suis plus. Et puis, j'ai envie de te dire, j'ai mes moyens de subsistance. Ça, c'est réglé jusqu'à la fin de ma vie. J'ai pas à m'en Ouais, occuper. ouais, c'est quand même non négligeable, hein, ça, c'est Jusqu'à énorme. la fin de ma vie. Mhm. Tu vois, donc, c'est peut-être ce truc-là. Parce que moi, je veux dire, j'avais une vie qui me plaisait quand même. Oui. J'avais une vie qui me plaisait. J'avais déjà abandonné beaucoup de choses matérielles. Mhm. Vraiment beaucoup, beaucoup. Mais pas suffisamment pour faire le travail qui m'est demandé maintenant. Ouais, Il fallait quelque chose de radical. Il fallait, non, l'hôpital, t'y retournes plus, toi. ouais, ouais. Ou peut-être que tu vois, je sais pas, au travers le Reiki, au travers de choses que je commençais à développer, peut-être le pouvoir sur la matière, c'est-à-dire d'écrire que Madame Machin Truc naît le temps à tel endroit, elle souffre d'une sclérose latérale amyotrophiante et qu'elle en a que pour 4 ans à vivre. Avec les outils qu'on commençait à me donner, il fallait vite que je sorte du truc, tu vois. Ouais, c'est sûr. Je sais, tu vois, je suis comme toi, je suis dans la curiosité, mais les réponses, je ne les ai pas. J'ai des hypothèses, Oui, comme bah, dans le médical, des hypothèses diagnostiques, mais tu sais pas. C'est peut-être ça, mais en tout cas, c'était nécessaire, quelle qu'en c'était soit la raison. ton chemin et y a rien à retirer, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, on va arriver petit à petit à la fin. Et comme à chaque fin, ben, est-ce que tu as un livre traitant du yoga intégral qui t'a Mais parlé? bien sûr, parce que cette question est très prévisible. Il est là, tout près de moi, déjà prêt. Ah, bah oui, La Voix ensoleillée. Alors, et justement, je te propose de me donner. Alors, c'est mon petit exercice du matin. J'ai Ouais. ma musique du jour. Donc, je laisse l'IA me trouver ma musique du jour. Ce matin, c'était Allumer le feu de Brigitte.
Il suffira d'une étincelle, tu vois. Donc, j'ai eu ça au réveil. J'ai tiré ma petite page et après, je demande un conseil à ChatGPT. Ah oui, d'accord. Je lui dis, voilà mon programme d'aujourd'hui. Tu me donnes quoi comme conseil de karma yoga? Et donc, je te propose un petit jeu pour nous tous. Le conseil de mère pour aujourd'hui. Donne-moi un numéro de page de 1 à 242. 13. Alors, 13. Abandonner son désir. Je te le lis. Ouais, vas-y. Donc, c'est pour tous les gens qui nous écoutent aussi, hein, ça ne concerne pas que nous, bien sûr. Alors, il y a le Bouddha qui a dit qu'il y avait une plus grande joie à surmonter un désir qu'à le satisfaire. C'est une grande expérience que tout le monde peut faire et qui est vraiment tout à fait intéressante. Tout à fait intéressante. Elle le répète 2 fois, hein, c'est mère, tu connais. Bah oui. Alors, il y a une sorte de communion intérieure avec l'être psychique qui se produit au moment où, volontairement, on abandonne le désir, qui fait qu'on a une joie beaucoup plus grande que si on avait satisfait son désir. D'ailleurs, d'une façon presque générale, presque sans exception, quand on satisfait un désir, ça laisse toujours une sorte de goût amer quelque part. Il n'y a pas de désir satisfait qui ne donne pas une sorte d'amertume. Comme quand on a mangé un bonbon trop sucré, ça vous remplit la bouche d'amertume. C'est comme ça, il faut essayer sincèrement. Naturellement, il ne faut pas prétendre abandonner le désir et le garder dans un coin, parce qu'alors on est très malheureux. Il faut le faire sincèrement. J'adore. Voilà. Ça résume bien dans la vidéo qu'on vient de faire. Hein. Bah, c'était le but. Hein. J'avais préparé au moins ce petit truc. En conclusion, je me suis dit, il va donner un chiffre et ça va être la conclusion de notre échange. C'est absolument parfait. Ben, écoute, je te remercie infiniment, Sandy. Je t'en prie, à toi aussi, je te remercie beaucoup. Et puis à vous tous, hein, à toute l'équipe que je suis contente de rejoindre pour apporter ce que j'ai comme outil. Ouais. Et puis à partager ce que vous avez, bien que je les partage déjà depuis que je vous regarde et que je vous lis tous. Eh ben, écoute, à très bientôt. À bientôt.